Quand la vie choisit pour nous, on se retrouve devant ce qu'elle a choisi et on n'a pas d'autre choix que d'accepter et de continuer. La vie suit son cours et un jour, changer tout. Même si les circonstances peuvent inciter fortement à changer tout dans sa vie, certaines personnes portent en elles la graine du changement. Une graine qui petit à petit germe jusqu'à pousser à partir à l'autre bout du monde, voir si un ailleurs est possible. Et cette symbolique de la petite graine colle très bien à l'histoire de Leïla, elle qui a baigné toute sa vie dans le monde agricole. De son Algérie natale au Limousin, puis jusqu'à la rencontre et la découverte d'une terre pour elle inattendue, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et même, soyons plus précis, la terre de Miquelon, avec ses particularités et ses spécificités. Entre joie et drame, entre obstacles à surmonter et ténacité et résilience, Leïla va exploiter un filon jusque-là inédit et se construire au cours de ces dernières années une vie radicalement différente de ce qui était dessiné pour elle au départ. Leïla, un entretien orchestré par Marie-Xavière Giraud de Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. Vous écoutez le podcast Changer tout. Bonjour, je suis née en Algérie, dans une ville qui s'appelle Tiaret, qui est à 250 km de la côte. J'ai grandi là-bas, l'insouciance d'enfance, et puis toute l'adolescence et mes premières années de femme adulte. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en Algérie, j'ai travaillé un petit peu. Je suis d'origine agricole, mon père était éleveur, ma mère était professeure des écoles. Et donc j'ai un petit peu travaillé avec mon père sur la ferme familiale, et puis après j'ai ma sœur aînée qui est coiffeuse, donc je suis allée aussi faire un petit tour dans la coiffure où j'ai travaillé 2 ans. J'ai obtenu mon diplôme et puis après ça ne me plaisait pas, donc je suis retournée un petit peu avec mon père, et puis après j'avais envie d'aller ailleurs, j'avais envie de voyager à l'étranger et puis découvrir ce qui se passe ailleurs. Alors en fait, on n'a jamais vraiment habité dans la ville parce que comme ma mère travaillait, elle avait besoin d'être pas loin de son travail. Et puis la ferme, elle n'était pas très loin de la ville, on était à une demi-heure. Donc mon père faisait les allers-retours. Il y avait un ouvrier qui habitait sur la ferme et qui assurait les astreintes. Puis mon père faisait les allers-retours. Et donc on y allait, mais on n'a jamais, on y allait parfois les vacances, on restait un petit peu, mais on n'a jamais vraiment vécu à 100% sur la ferme. En Algérie, on n'a pas du tout le même mode de vie qu'il y a en France. Donc déjà quand on est fille à l'adolescence, on commence à avoir des restreintes. Notre liberté, elle est déjà un petit peu brimée. Ça fait partie des éléments qui m'ont poussée à rêver d'aller ailleurs. Après, il y a des bons souvenirs. En Algérie, on est des grandes familles, donc avec les cousines, les filles les voisines, etc. On était des bonnes copines. On s'amusait ensemble, les unes chez les autres. Après, j'ai vécu aussi la décennie noire en Algérie, et ça, c'était une partie qui était vraiment très très sombre pour des jeunes filles. On n'avait plus de rêves, il y avait la peur, on sortait pas, on ne nous laissait pas trop sortir. On ne voyageait pas, même avec nos familles, on pouvait pas voyager parce qu'il y avait trop de peur qu'on soit kidnappé ou Donc ça, c'était c'était une période vraiment très très sombre dans l'histoire de l'Algérie et toute ma génération. Et puis après, suite à ça, j'ai réussi à convaincre mes parents de me laisser partir, parce que chez nous, on ne laisse pas une jeune fille partir. Culturellement, en Algérie, on ne laisse pas une jeune fille partir comme ça à l'étranger toute seule. Donc on m'a quand même laissé partir. J'ai la chance d'avoir de la famille en France, et notamment la sœur de ma mère. Donc voilà, au début, je suis partie chez elle, et puis une fois que je suis partie, c'est bon. Je suis arrivée en France, à Marseille, puis après à Montpellier. Et après, j'avais des contacts, je me suis fait des amis, et puis je me suis vite investie dans le milieu associatif. Et par le milieu associatif, j'ai découvert le Limousin, et je m'y suis installée. Quand vous êtes arrivée, vous aviez quel âge ? J'avais 23 ans. Cette envie de partir, ça a nourri cette décision de dire moi je vais aller voir ailleurs, j'ai envie de construire ailleurs que dans mon pays. Oh, je crois que je vivais que pour ça, plutôt, je dirais, c'est ça qui m'a maintenue en fait. C'est cet espoir d'un jour de pouvoir partir ailleurs,
parce que c'est le cas de toute ma génération. Hein. On voyait pas du tout, on n'avait pas de perspective de l'avenir. Surtout les premières années, les années 94, 95, c'était vraiment très très sombre. Et donc voilà, c'était la seule petite fenêtre à travers laquelle on voyait un peu de lumière. C'était l'espoir d'un jour partir vivre ailleurs à l'étranger. Que j'ai connu le Limousin par un simple hasard. J'avais ma cousine qui vivait là-bas et qui m'avait invité à venir venir la voir. Et après j'ai fait le choix de rester parce que j'ai croisé plein de gens dans le monde associatif très très investis et puis voilà, je m'y suis plu, j'étais acceptée. Puis il y avait plein de projets qui m'intéressaient et qui a motivé mon installation dans le Limousin. En fait, il y avait une espèce de vie collective comme ça, où il y a plein d'amis qui s'entendent bien avec des couples, des gens célibataires, avec des parents avec des enfants, et puis qui sont acteurs de leur vie et qui créent tous leurs besoins en fait, parce que les institutions étant un peu absentes, parce qu'il y a pas beaucoup de monde pour créer des écoles ou pour proposer des services comme on peut trouver en ville, donc il fallait tout créer. Et puis oui, il y a une vie très communautaire, très solidaire, et du coup oui, ça me rappelle un peu ma culture, parce que nous, au Maghreb, on est une culture qui vit beaucoup en communauté, en fait. Est-ce qu'il y a eu des choses peut-être difficiles à abandonner ou à remettre en question par rapport à la vie que vous aviez au Maghreb? Est-ce qu'il y a eu aussi un besoin ou une nécessité, en tout cas, d'adaptation? Complètement, parce qu'on change, on arrive dans un monde qui est radicalement opposé. Déjà, on n'a pas la même culture, c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes mœurs. C'est vraiment quand on vient d'un pays étranger comme ça, on n'est pas catholique, on n'est pas il y a plein de choses. Donc en fait, on a tout à apprendre. On est comme ça largué, et il faut s'adapter, il faut apprendre. Et puis voilà, le fait de croiser des gens de différents milieux qui sont très ouverts, qu'il n'y a pas de préjugés, ça aide aussi à s'intégrer et puis à apprendre à vivre dans cette nouvelle société. Ça c'est pas toujours simple. Alors ce qui facilite un peu la chose pour les Maghrébins, c'est qu'on a quand même la maîtrise de la langue, et ça ouvre beaucoup de portes quand même. Est-ce que vous avez eu peur de regretter un moment, ou même regretter, parce qu'il a fallu quand même gérer certains doutes, j'imagine, quand on vient d'aussi loin et qu'on change de vie? J'ai jamais eu de regrets, parce que je pense que le fait de vouloir partir ailleurs, c'était depuis toute jeune, j'avais envie d'aller voir ailleurs, découvrir le monde ailleurs, ce qui se passe. Donc je n'ai jamais eu de regrets d'être repartie. Après, bien sûr, il y a la nostalgie, il y a le manque de la famille, ça c'est normal. Je veux dire, on est humain et c'est normal. Les parents manquent, les frères et sœurs, les amis, parce que on laisse toute une vie derrière et puis on recommence à bâtir une nouvelle vie. Et puis bon, moi j'avais pas de souffrance ou dans la famille. On était soudés, on était aimés, donc il y avait pas de ça. C'est vraiment c'est l'envie de partir. Je veux dire, même s'il y avait pas cette décennie noire, j'ai toujours eu envie de partir. Alors, il y a eu encore un autre changement de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Limousin? Il y a eu une rencontre, il y a des choses aussi qui se sont faites et qui vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui? Bien sûr, du coup, il y a eu la rencontre avec Stéphane, et on a beaucoup travaillé ensemble avant. On a fait beaucoup de choses dans le milieu associatif, et puis on a fini ensemble, et puis après on avait envie, Stéphane aussi est issu du milieu agricole. Et quand on est enfant d'agriculteur, il y a toujours cette petite musique cette petite graine qui germe silencieusement au fond de soi, que peut-être qu'un jour on s'installe, et que l'un comme l'autre on l'avait. Et puis la rencontre avec Stéphane a vraiment permis de réellement concrétiser cette envie-là de s'installer, de monter un projet agricole. Et puis en même temps, on avait envie aussi de voyager ailleurs, étant très lucide qu'une fois qu'on s'installe, c'est pas facile de bouger. Et puis on était pressé de monter le projet. On s'était dit pourquoi on va pas, au lieu de rester en France et monter le projet, pourquoi pas on va pas le monter ailleurs.
Et du coup, il y avait plein d'endroits où on avait envie d'y aller, soit l'un, soit l'autre. Et finalement, on a dit, bon, le Canada, enfin le Québec, ça s'y prête bien. Il y avait plein de thématiques qui se développaient bien au Québec, qui nous intéressaient, sur le milieu agricole, sur l'éco-construction, l'autoconstruction, etc. Et donc, on a dit, bon, on va aller voir et puis, pourquoi pas. On avisera. On est des aventuriers dans l'âme. Tout à fait. Donc, on a tout abandonné, partir en sac à dos. Et puis, on a pas mal bourlingué au Canada. On avait beaucoup de contacts. Et on avait croisé des gens avec qui le feeling a bien passé. Puis, on a commencé vraiment à discuter sérieusement sur une éventuelle installation ensemble. Et puis on est parti un petit peu quand même découvrir le pays. Et puis en regardant comme ça, au fil de notre périple, la carte du Canada, puis on voit ce petit drapeau français qui flotte au milieu de l'océan. On dit, mais c'est quoi ce petit bout de France perdu? Et on s'est dit, tiens, et si on allait passer une semaine? C'était très intriguant pour nous, on connaissait pas du tout l'archipel. Et puis voilà, on est venu pour une semaine et puis on n'est jamais reparti. Le projet était déjà écrit, donc une petite ferme à dimension humaine avec un volet d'accueil, parce qu'on a fait beaucoup d'accueil dans le Limousin, peut-être avec un peu de restauration. Et puis moi, j'avais envie de faire des fromages. Moi, j'ai commencé à faire des fromages, je crois qu'à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à bricoler dans la cuisine de mes parents. J'expérimentais plein de choses dans le milieu fromager. Et du coup, j'avais toujours envie qu'un jour, je ferais des fromages. Et puis même dans le Limousin, j'avais beaucoup d'amis qui sont installés en chèvre et on allait avec Stéphane comme ça donner des coups de main. Donc j'avais déjà mis la main à la pâte. Et donc voilà, on s'était dit, il y aura quand même une petite production fromagère. Et puis voilà, avec un volet maraîcher, un peu de viande. Grosso modo, c'était ça, mais on restait ouvert en fait. On savait ce qu'on voulait faire, mais ça dépendait aussi de là où on va s'installer, de ce qui est possible de faire et aussi les besoins. Et vraiment, la fromagerie et les chèvres, ça s'est vraiment concrétisé en arrivant ici. Et en voyant qu'il n'y avait pas nous on est des grands mangeurs de fromage. À l'époque, il n'y avait pas un grand choix à Saint-Pierre pour les fromages et puis surtout les produits frais. Il y avait quasiment pas en fait avec le transport et tout ça. Le frais perdait tout son sens et donc voilà, ça s'est vraiment concrétisé ici en disant si on produit sur place, il faut produire quelque chose qui y a pas et qui est difficilement exportable. Et voilà, on est parti sur une production fromagère avec du frais localement. Le fait que ça soit isolé, ça ne nous dérangeait pas tant que ça, parce que le plateau de Mille Vaches, c'est aussi paumé. Donc, et en fait, il y a dans tous les lieux isolés comme ça, il y a la qualité humaine qui sort et qu'on ne trouve pas dans les villes, dans les milieux citadins. Les gens, ils sont très individualistes, alors que dans tous les milieux ruraux reculés et difficiles, on trouve quand même cette solidarité humaine et ces qualités qui vont forcément ressortir. Et nous, ça, c'est un volet qui nous intéresse vraiment. Après, je pense qu'il y avait une grande part d'inconscience, parce que nous, on vit sur un continent, on n'avait pas tous les paramètres sur quoi on s'engageait en vivant sur une île. Mais bon, on a dit on y va quand même. Alors, on a découvert plein de choses à fur et à mesure, mais je crois que c'est en venant à Miquelon qu'on a eu vraiment le coup de foudre, parce qu'à Saint-Pierre, on était très perplexe, on regardait, on a rencontré les gens, il y avait le contact qui était très facile, les gens se disent bonjour très facilement. Et puis en arrivant sur Miquelon, et puis bon, il y a aussi la rencontre des gens qu'on a rencontrés ici. Et du coup, voilà, quand on a vu Miquelon, on a dit non, on s'est regardé, puis on n'avait même pas besoin de le dire. Je pense qu'on l'avait tellement pensé fort l'un comme l'autre qu'on a tout de suite été d'accord qu'il était possible que notre projet, on le monte ici au lieu du Canada. Et puis aussi, il y avait une réalité sur toutes les démarches administratives. C'était beaucoup plus simple pour nous de monter un projet en étant en France qu'au Canada, parce que c'est pas facile non plus. On avait rencontré les autorités canadiennes. Voilà, on a eu un bel accueil aussi, mais bon, c'était beaucoup plus compliqué par rapport à les démarches qui sont purement administratives.
Donc c'était beaucoup plus simple en étant en France qu'au Canada. Alors pour bien recontextualiser, on le rappelle, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui compte cette petite île qu'est l'île de Saint-Pierre où se trouve la ville avec 6000 habitants. Et vous êtes parti sur ce qu'on appelle la grande île, Miquelon-Langlade, donc 2 îles qui sont reliées par un isthme sablonneux où de ce côté on n'a que à peu près 600 à 700 habitants. Mais par contre l'agriculture y est autorisée, ce qui n'est pas le cas du côté de Saint-Pierre. Et quand vous êtes arrivé sur Miquelon, donc tout était à construire. Il a fallu justement au plan administratif pouvoir acquérir des terrains, avoir une structure pour accueillir les chèvres, peut-être même le maraîchage et tout ce que vous aviez pensé dans votre projet. Alors ça s'est fait facilement, vous avez rencontré des difficultés, vous êtes resté motivé, vous n'avez pas eu de doute? On a eu beaucoup de difficultés, mais non, on n'a jamais douté. Après, le milieu agricole, le monde agricole, c'est pas un monde qui est facile. Donc voilà, on est conscient l'un comme l'autre, on vient de ce monde-là, et donc du coup, on ne découvrait pas les difficultés qui sont liées vraiment au métier. Après, c'est vrai, il y a les difficultés qui sont liées à l'île. Ça, on découvrait à fur et à mesure, mais non, on a rencontré des gens qui nous ont un peu aiguillés et qui nous ont montré un peu on s'appuyait sur eux, sur leur expérience, et ça nous a beaucoup aidés. Mais c'est vrai qu'il y avait rien, il y avait tout à faire. Donc le projet, on l'a vraiment affiné à Saint-Pierre avant d'arriver même à Miquelon. On avait un petit appart à Saint-Pierre et Stéphane avait déjà commencé à faire toutes les semences, à préparer tout. Donc quand on est arrivé, on était déjà prêt à commencer. Puis bon, entre-temps, on a eu Amel quand même. Quand on était à Saint-Pierre, Amel est née à Saint-Pierre. Parce que quand je suis arrivée ici, moi j'étais enceinte. Donc voilà, il y avait ça, c'est aussi un grand changement pour nous de devenir notre premier bébé. Donc voilà, c'était vraiment une grande aventure au sens large du terme, tant sur le plan personnel que professionnel. Vous avez commencé à développer le projet, votre vie a radicalement changé, elle était différente de ce que vous aviez connu du côté du Limousin et du Maghreb? Ici, oui, déjà rien que le climat, en Algérie, on a des températures qui peuvent aller jusqu'à 45 degrés. Ici, on arrive à moins 25, donc déjà rien que ça, c'est un changement radical, mais bon, je pense qu'on s'adapte vite finalement. Au bout de 3 ans, c'est bon, on était bien rodés. Quand j'étais sur le plateau de Millevaches, on disait que si on passait un hiver, c'est quand on était bon à vivre, à s'installer sur le plateau. Je pense qu'on peut le dire à Miquelon, une fois qu'on a passé un hiver, c'est bon, on peut s'installer. Après, il y a plein de choses qu'on a découvert à fur et à mesure. Le fait qu'on soit isolé, parce que sur le plateau de Millevaches, même si on est isolé, on prend sa voiture et on fait 200 km et on peut trouver des solutions. Ici, il y a pas. Si on prévoit pas, on peut rester en plan. Donc voilà, ça, c'est une adaptation à apprendre au fil des ans, mais on le vivait quand même avec une grande part de positivité et d'enthousiasme quand même. Parfois, on décide de changer. Parfois, la vie décide pour nous. Sur ce projet, malheureusement, vous avez été justement obligé de revoir les choses puisque vous êtes passé de 3 sur ce rêve à 2 avec le décès de votre mari. Comment ça s'est passé, justement, ce nouveau changement? Vous avez décidé de maintenir votre exploitation, votre entreprise? Oui, là, c'est le cas de le dire que la vie, quand la vie choisit pour nous, on se retrouve devant ce qu'elle a choisi et qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter et de continuer. Et en fait, Stéphane, il est décédé 1 an après notre arrivée à Miquelon. Donc le projet, il était vraiment à ses débuts. Il y avait pas le cheptel, il y avait pas le bâtiment, il y avait rien. Il y avait pas l'atelier de transformation. Tout était à faire. Et donc la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ma fille et je retourne en France ou est-ce que je continue? C'était très difficile de rétro-pédaler et de faire marche arrière parce que quand on avait décidé de quitter les Limousins, c'est que voilà, on était passé à autre chose. Je ne me voyais pas du tout retourner. Et du coup, j'ai pas mal, j'ai pris le temps de voir ce que je fais avec un bébé sur les bras, sachant que j'étais toute seule. J'ai dit bon, je vais quand même aller jusqu'au bout, je vais monter le projet. Donc j'ai dû tailler dans le projet parce que je pouvais pas faire toute seule. J'ai gardé la partie chèvre parce que
j'étais capable de la gérer et j'avais des compétences qui me permettaient de débuter au moins cet atelier-là. Et voilà, donc la décision elle était que j'allais rester et je continue le projet. Et puis bon, j'ai eu un grand élan de soutien et de solidarité de la part de la population. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté et qui m'a vraiment motivé à vraiment à vraiment aller jusqu'au bout de la décision, parce que j'ai vraiment trouvé un vrai soutien en fait au sein de la population et qui m'a vraiment épaulé pour que je mette le projet sur les rails. Tout début, j'avais 9 chèvres la première année. La deuxième année, j'avais fait venir d'autres chèvres du Canada et puis j'avais gardé tous les petites chèvres. Donc je suis passée tout de suite à une trentaine de chèvres dès la deuxième année. Et puis voilà, petit à petit, j'ai fait d'autres choses. J'avais des vaches. Et à un moment, j'ai fait du poulet, mais en ayant toujours les chèvres comme activité principale. J'étais partie à plusieurs reprises aussi en formation en France parce que j'avais pas toutes les connaissances techniques nécessaires. Parce qu'on était 2, il y avait chacun sa partie, donc il fallait compléter pour que je sois autonome. Je trouvais quelqu'un qui me gardait les chèvres ici, puis je trouvais une école pour Amel et je suis partie me former pour être vraiment autonome sur l'exploitation. Il fallait tout apprendre et tout inventer parce que c'était tout à découvrir pour moi. Donc, et puis comme tous les agriculteurs, de toute façon, on a toujours nos enfants dans nos pattes. Alors quand elle était vraiment bébé, c'était très compliqué. Alors je commençais le matin très tôt, puis je finissais le soir très tard. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de mode de garde. À Miquelon, il n'y avait pas d'assistante maternelle, il n'y a pas de crèche, donc c'était que du dépannage. Mais la grande majorité du temps, Amel était avec moi. Et puis bon, au bout d'un moment, j'avais demandé à ma sœur de venir. Je lui ai proposé de venir rester 1 an jusqu'à ce que Amel ait 3 ans et qu'elle rentre à l'école. Donc elle a accepté, elle est venue, donc de l'Algérie. Elle est restée au début 6 mois et puis elle faisait des allers-retours et aujourd'hui elle a fini par s'installer à Miquelon avec sa petite famille. Mais oui, le début quand même c'était beaucoup Amel, je l'avais beaucoup dans les pattes quand même. Je ne sais pas si je regarde un peu dans le rétro et je dis est-ce qu'un jour j'aurais imaginé vivre à Miquelon précisément. Alors peut-être l'Amérique du Nord, le Canada peut-être, mais non, je pense que je ne me connaissais pas de toute façon. Après, voilà, c'est des opportunités comme ça que la vie nous met sur notre chemin et puis voilà, on prend certaines décisions et puis allez. Mais je pense que c'est le fait de... Si je dis quelque chose sur moi aujourd'hui, c'est peut-être cette ténacité en fait d'aller jusqu'au bout des choses, parce que c'est vrai que le projet, sachant que l'activité chèvre en fait c'est une activité qui n'a jamais existé sur l'archipel, donc on partait sur quelque chose auquel on n'avait aucun recul, aucune expérience. Les gens au début me disaient mais ici on mange pas de fromage de chèvre, est-ce que vous êtes sûr que donc voilà, mais bon, on a dit il faut aller jusqu'au bout pour avoir la réponse, parce que sinon, et puis même sur le projet lui-même, si j'étais pas allée jusqu'au bout, ça aurait resté un point d'interrogation suspendu de tout le restant de ma vie. Et du coup, voilà, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout des choses pour voir. Et voilà, aujourd'hui, je pense que je suis satisfaite de dire voilà, le projet. Il a abouti. Aujourd'hui, le fromage de chèvre est bien installé dans les rayons des commerces de l'archipel. Les gens en demandent et puis même sur soi-même, la capacité d'être capable de s'en sortir toute seule et même si j'ai jamais été vraiment toute seule, j'ai toujours eu du soutien, mais voilà, de oser en fait, oser défier un peu la vie et puis aller jusqu'au bout des choses. Alors, est-ce que vous aimeriez changer quelque chose aujourd'hui à ce que vous vivez ? Non, je pense... Non, ce que je vis aujourd'hui me convient. Et puis, je pense que si j'ai envie de changer, je le ferai. Je reste pas avec des regrets. Donc voilà, non, je suis vraiment très satisfaite de l'aboutissement du projet. Et puis, même la vie que je mène ici, c'est vrai que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Voilà, moi je pense qu'il faut pas attendre que la vie comme ça nous donne des choses sur un plateau. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Donc voilà.
J'ai beaucoup de gens, même via Internet, parce qu'il y a eu déjà des reportages, il y a des gens qui me contactent pour juste comme ça échanger. Il y a des femmes, ou même quand j'étais en formation, on rencontre des gens qui se posent la question pour changer tout et partir dans le monde agricole. Donc ça donne lieu à des discussions très intéressantes. Oui, tout à fait. Alors il y a de la concurrence qui s'est installée du côté de Miquelon, où il y a 2 exploitations aujourd'hui de chèvres et de fromage. Est-ce que ça ne vous a pas à un moment donné fait peur? Est-ce que vous vous êtes dit bon, si ça ne fonctionne pas, je fais marche arrière? Vous avez toujours gardé le cap en vous disant non, je suis installée, je reste, j'ai innové justement là et je continue? Ça m'a fait peur. Non, après on peut se poser des questions parce que ce que je disais, on n'a pas une grande culture de consommation fromagère, donc et d'autant plus quand on regarde dans l'historique agricole de l'archipel, à chaque fois qu'il y avait 2 exploitations qui font la même chose, il y a toujours des difficultés. Il faut voir sur le temps. Donc, pour une exploitation agricole, il faut compter 10 ans pour juger si elle est viable ou pas. Après, est-ce que ça me fait peur? Non, moi je dis on verra. Hein. Quand on s'est installé, c'était pas gagné que ça marcherait. Donc après, on va voir. Il faut pas non plus oublier que Miquelon elle est face à des grands défis avec le réchauffement climatique et les risques des inondations. Donc la question se pose sur toute la survie de Miquelon et du village de Miquelon. Mais voilà, moi je suis toujours passionnée par ce que je fais et je continue. Et puis je verrai ce que la vie nous réserve. Comment vous voyez à l'avenir, Leïla? Est-ce que vous avez envie, vous, aujourd'hui, de rester encore du côté de Miquelon, ou peut-être que vous ne savez pas où la vie va vous mener? Alors, depuis quelques années, je cherche des repreneurs pour transmettre la ferme. Donc, je perds pas espoir. Je continue à travailler et à développer, et puis en espérant qu'il y aura quand même une reprise. Et puis moi, je verrai. Je vais pas forcément suivre Amel, parce que Amel, elle prend son envol et elle va faire sa vie aussi. Mais voilà, il y a d'autres envies, en tout cas, que j'aurais envie de faire ailleurs aussi. Donc on verra. Mais pour le moment, je me projette pas ailleurs. Je reste à Miquelon pour le moment. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer la Première France Télévisions, conçu et coordonné par Patrice et Lydie Kozak. Leïla, un entretien orchestré à Saint-Pierre-et-Miquelon par Marie-Xavière Giraud. Merci aux équipes radio de Saint-Pierre-Miquelon la Première. Musiques originales et mixages signés Louise Beau, alias Azraël.